Deux invités à un plateau, pas d'animateur. Pendant 30 minutes, face aux caméras, nos invités vont mener le débat comme ils l'entendent. Mais d'abord, petit aparté juste avant le débat, qui êtes-vous ? Je suis Françoise Parot, je suis professeure d'épistémologie et histoire de la psychologie à l'université Paris-Descartes. À votre avis, pourquoi est-ce vous qu'on a convié ? Je pense qu'un débat pareil nécessite quelqu'un qui a un peu de recul par rapport à ce qu'est la psychologie, qui n'a pas les mains dans le cambouis, si je peux dire. Et puis d'autre part, j'ai traduit, il y a 1 an ou 2, le premier traité français sur la psychologie évolutionniste. Même question, vous êtes qui ? Je suis Philippe Huneman, je suis chargé de recherche au CNRS en philosophie des sciences. Et mon domaine, c'est la philosophie de la biologie et plus particulièrement la théorie de l'évolution, les problèmes philosophiques qu'elle pose. Et pourquoi vous pour ce débat ? Je pense parce que en travaillant sur la biologie, je me suis intéressé aussi à la psychologie évolutionniste et en particulier dans un livre qui vient de sortir qui s'appelle Les mondes darwiniens, j'étais responsable de la section sur ce sujet. Allez, le débat est lancé, top chrono. Première partie. Je ne sais pas s'il y a eu une évolution depuis Cro-Magnon, mais l'une des thèses des gens qui se prétendent psychologues évolutionnistes, c'est que justement, on peut expliquer à la manière dont les humains d'aujourd'hui fonctionnent et les grandes régularités sous lesquelles les humains ont toujours fonctionné, en référence à comment vivaient les hommes de Cro-Magnon. Et donc, le slogan de la psychologie évolutionniste, c'est quelque chose comme on a dans une carcasse moderne un esprit de l'âge de pierre. Et en particulier, par exemple, pourquoi on aurait peur, je ne sais pas moi, des insectes, ou pourquoi on aurait peur des serpents alors qu'il n'y a plus de serpents ? Parce que les hommes préhistoriques, ils étaient dans un environnement où il y avait beaucoup de serpents et que c'était très dangereux et que c'était important pour eux de pouvoir prendre garde aux serpents. Et par contre, on a moins peur des voitures alors que c'est objectivement plus dangereux que les serpents parce que les hommes préhistoriques, ils les connaissaient pas, les voitures. Et effectivement, notre esprit ou notre cerveau s'est construit à l'époque où vivaient ces hommes préhistoriques, c'est-à-dire pendant l'époque du Pléistocène qui a duré des dizaines de millions d'années. Et dans l'histoire humaine, l'époque moderne, ou ce qu'on appelle depuis l'invention de l'écriture, c'est très très court par rapport à ça. Il n'a pas pu se passer grand-chose dans l'évolution de l'esprit. Le problème, à mes yeux, c'est que d'abord, personne en France, à ma connaissance, ne se déclare psychologue évolutionniste. C'est quand même une chose dont il va falloir parler. La deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de thèses sous toute cette prétendue discipline qui demandent à être questionnées. Et il me semble que la première question qu'on doit se poser, c'est qu'il ne suffit pas qu'une discipline naissante ait un slogan. Il ne suffit pas qu'elle s'auto-déclare pour qu'on la considère comme une discipline existante. Et en ce qui me concerne, je conteste qu'il existe une discipline évolutionniste qui ait quoi que ce soit à voir avec la psychologie, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle, normalement, pas forcément seulement dans les discussions savantes, la psychologie. Alors, j'ai une question à vous poser, c'est est-ce que la psychologie évolutionniste, pour ce que j'en sais, elle revendique la capacité d'unifier le champ de la psychologie qu'elle considère comme divisée, psychologie sociale, psychologie pathologique, psychologie cognitive, psychologie de l'enfant, etc. Donc, il me semble que dans cet inventaire, il manque la psychologie clinique, c'est-à-dire juste seulement ce pourquoi les gens veulent être psychologues ou ce pourquoi les gens vont voir des psychologues. C'est-à-dire la psychologie clinique comme discipline qui consiste à interpréter et non pas à expliquer scientifiquement, mais à interpréter, c'est-à-dire à donner du sens au comportement des individus. Donc, je pense qu'une chose, par exemple, est-ce que la psychologie évolutionniste peut nous dire pourquoi quelqu'un a un symptôme comme se laver les mains pendant 10 minutes, 40 fois par jour ? Non, je pense que ce n'est pas du tout le genre de question auquel elle est censée répondre. Je pense que
historiquement, il y a beaucoup de facteurs qui font que les gens qui se disent psychologues évolutionnistes se sont appelés comme ça, c'est-à-dire que c'est un programme de recherche qui dérive de ce qu'on appelait la sociobiologie, qui était l'explication des comportements humains en termes évolutionnistes, et ça leur a valu des critiques idéologiques en termes de... ils sont très à droite, ils soutiennent une vision réactionnaire de la différence entre les genres, etc. Et des gens qui ont poursuivi ce programme, en gros, d'explication darwinienne des humains, se sont dit, on n'est pas des sociobiologistes. Les sociobiologistes traitent du comportement, on va parler de nous, de l'esprit, de la cognition, des sentiments, de ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit, et donc on est des psychologues. Et je pense que c'est en réaction au mouvement de la sociobiologie, qui est quand même très très proche, que les auteurs de ce mouvement, donc Tooby et Cosmides dans les années 70, se sont dit psychologues évolutionnistes. Oui, moi je conteste en effet qu'il s'agisse de psychologie. Et je pense que le commun des mortels n'a pas besoin de savoir que l'homme de Cro-Magnon avait peur des araignées ou pas pour expliquer sa propre peur des araignées, parce que simplement son voisin ou quelqu'un d'autre n'en a pas peur. Il a besoin de comprendre pourquoi lui a peur de prendre l'ascenseur, pourquoi lui a peur des araignées. Et quand les psychologues essayent d'expliquer ces comportements, en tout cas en France, à ma connaissance, jamais les psychologues ne répondront que c'est parce que Cro-Magnon avait peur des araignées. Ouais, mais non, je suis complètement d'accord, mais je pense qu'il y a ce que les psychologues évolutionnistes expliquent, c'est pourquoi dans l'espèce humaine, il y a une disposition à avoir peur des insectes, mais que un individu quelconque ait peur des araignées, c'est lié à son histoire personnelle, etc. Et je pense qu'il y a quand même une équivocité sur ce que c'est qu'expliquer et ce que c'est qu'une explication psychologique. Je ne nie pas qu'il existe une étude biologique des comportements. Je ne nie pas que les comportements... Enfin, pour l'instant, je ne nie pas que les comportements aient une lointaine histoire ou qu'il y ait des dispositions à être jaloux dans l'espèce. Parce que s'il n'y avait pas de disposition à être jaloux dans l'espèce, on ne serait jamais, accessoirement. Donc si les humains sont jaloux, si les humains pratiquent le viol, ils pratiquent des addictions, c'est évidemment parce que nous avons la capacité, la disposition à être addictifs, etc., etc. Moi, ce qui m'interpelle dans cette discipline, c'est pourquoi a-t-on eu besoin de revenir à nouveau, on l'a déjà fait dans le courant du XXe siècle, il n'y a pas si longtemps, pourquoi à nouveau revient-on sur l'idée qu'il devrait y avoir, et qu'on fait exister de façon plus ou moins magique en déclarant qu'il y a une psychologie évolutionniste, pourquoi devrait-il y avoir une explication darwinienne de la psychologie et pourquoi unifierait-elle toute la psychologie alors qu'elle sort de la psychologie? Donc ces comportements, la jalousie, etc., il est quand même assez rare qu'on en donne une explication biologique. Bien sûr que si nous sommes capables d'être jaloux, c'est que nous sommes capables d'être jaloux. Il y a plusieurs questions entremêlées, en fait. La première, c'est est-ce que les théories de la psychologie évolutionniste, c'est de la psychologie ou pas, ou ce serait de la biologie? La seconde, c'est, même si c'est de la biologie, est-ce qu'elles sont valides? Et la troisième, c'est est-ce qu'elles ont un intérêt quelconque, même si elles sont valides? Alors, sur la première question, est-ce que c'est de la psychologie ou pas? Je pense que, effectivement, c'est quand même pas de la psychologie au sens où on entend la psychologie. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? On pourrait appeler ça biologie humaine, évolutive, et il y aurait plus ce problème-là. Après, oui, justement, on ne le fait pas. Et justement, on affirme tout le temps qu'il s'agit de psychologie, et qu'en plus, le fait d'expliquer par le darwinisme permet d'unifier toute la psychologie. Comme si il s'agissait de faire une discipline parfaitement harmonieuse grâce à ce paradigme explicatif qui consiste à dire si nous nous comportons ou si nous pensons ou si nous ressentons ci et ça comme ça, c'est parce que nos ancêtres le faisaient. Ce qui n'est loin d'être attesté, très loin. Parce que si on veut, aux questions que vous posiez, je réponds donc non, c'est pas de la psychologie. Deuxièmement, sur la validité, sur l'existence d'un certain nombre de données incontestables, est-ce que la pratique, la façon de faire, la conception de ce que vous appelez l'esprit humain, et je ne sais pas trop bien ce que c'est, est-ce que c'est valide, tous ces propos sur l'esprit humain? Je pense que vous savez mieux que moi que la conception de l'esprit humain qui est développée dans ce cadre, c'est qu'il y a une confusion entre l'esprit et le cerveau,
C'est-à-dire que l'esprit, ce que vous appelez l'esprit humain, est structuré en différents sous-organes, on va dire ça comme ça de façon plus facile, ce qu'on appelle des modules, mais enfin ça c'est un peu du jargonnage. Hein. Donc l'esprit est structuré en modules et on voit qu'au fur et à mesure que ce discours qu'on prétend psychologique, qu'on prétend cognitiviste, se diffuse, il y a autant de modules que d'auteurs, que de sujets. Hein. Alors il y a un module de reconnaissance des visages, il y a un module de détection des tricheurs, il y a un module de ci, il y a un module de ça. Il y a des milliers de modules aujourd'hui. Donc cette modularité, comme on dit, massive, c'est-à-dire l'idée que l'esprit humain est constitué depuis Cro-Magnon et avant Cro-Magnon d'un ensemble de modules, elle est elle-même contestable. Elle est contestée, c'est-à-dire elle est contestée par des gens même qui font des neurosciences. Quand on voit les travaux d'Iriki au Japon, par exemple, qui montrent, c'est quand même un truc qu'on discute assez peu entre nous, mais c'est pas rien, il a montré que cette prétendue architecture du cerveau ou de l'esprit, elle est déjà présente dans des espèces de primates extrêmement inférieures, chez des petits singes. Seulement ce qui manque pour que ces modules soient actualisés et soient utilisés, les petits singes ne sont pas jaloux, quoique. Bon. Mais en tout cas, pour que ce soit actualisé, il faut qu'il y ait un environnement. Donc vouloir isoler, comme le fait la biologie pour des raisons qui sont biologiques, l'esprit de son environnement, c'est précisément ça qui fait que ça n'est pas de la psychologie. Parce qu'on n'est pas jaloux quand on vit tout seul sur une île déserte, qu'on n'a personne autour. Hein? Pour être jaloux, il faut d'abord être marié ou avoir un petit ami ou avoir plusieurs frères et sœurs. Enfin, il faut qu'il y ait du monde, on n'est pas jaloux tout seul. C'est-à-dire que tous ces comportements ou ce vécu est effectivement normé par les sociétés, par les hommes eux-mêmes et pas par la biologie. La biologie ne fournit pas de normes sociales. Ouais. J'ai essayé de répondre avec plusieurs arguments. La première chose, je pense qu'il y a une première chose qui est que depuis les premiers travaux de psychologie évolutionniste, qui étaient quand même très très grande naïveté, il y avait eu des tests soi-disant transculturels où on demandait aux gens leurs préférences en termes de femmes, etc., de choix de partenaires. Et alors donc ils avaient compilé les statistiques et vu que tous ces gens de sociétés différentes, ils préféraient des femmes de telle et telle mensuration. Ah oui, les blondes avec une taille de sablier. Oui. Et en fait, après ils se sont rendus compte. Et après, en fait, de plusieurs cultures, ça voulait dire des étudiants américains d'origine différente. Donc évidemment, c'est quand même un peu énorme, quoi. Parce qu'ils sont tous américains. Maintenant, on fait des choses quand même plus sérieuses, et il y a des vrais anthropologues, des vrais ethnologues, etc., qui adoptent cette manière de travailler. L'autre chose, c'est que, de même, il y a 20 ans, les premiers psychologues évolutionnistes disaient effectivement il y a un module pour tout. Donc il y a un module pour détecter les visages, il y a un module pour détecter les noms d'eux, il y a un module pour... Enfin, il y en avait des milliers. Bon. Et maintenant, il y a des gens qui soutiennent ça, il y en a qui soutiennent qu'il y a quelques gros modules. Donc c'est discuté, c'est pas... Il reste un champ de recherche avec en gros l'idée que si on considère le fait que les humains, comme tout le monde, ont évolué, si on considère le fait qu'il y a une base, même extrêmement faible, mais héritable dans les comportements. Si vous regardez les travaux des généticiens du comportement, par exemple les travaux de Roubertou, aujourd'hui en français, ils sont accessibles pour tout le monde, ils ne sont pas difficiles à lire. Ils ne cessent de se battre pour défendre qu'il n'y a pas d'héritabilité des comportements. On n'a pas trouvé. Et c'est tout à fait normal qu'un comportement comme la jalousie ne soit pas déterminé par une séquence de nucléotides. Je veux dire, on sait bien que la jalousie, c'est un comportement extrêmement complexe. Le viol aussi, d'ailleurs. Donc, qu'on soit capable de penser qu'on va rendre compte d'un comportement par un génotype, pour l'instant, les recherches ne montrent pas ça. Donc, tant qu'on n'a pas prouvé que cette disposition à être jaloux, à faire ci, à faire ci, à faire ça, est héritable, est génétiquement héritable, il n'y a pas de psychologie évolutionniste. Bon, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose quand même. Admettons, concédant qu'il y a peut-être un intérêt pour les psychologues à se poser la question en termes évolutionnistes. Ce que je ne suis pas prête à faire autrement que pour débattre. Il y a une question qui se pose, c'est est-ce que la psychologie évolutionniste a des applications? Alors, comme champ d'application habituel de la psychologie, il y a le monde du travail, une certaine actualité maintenant. Il y a aussi, évidemment, l'énorme champ de l'école,
Et puis, le champ très étendu cette fois des pathologies mentales. Alors, si je résume simplement, pour prendre ce dernier exemple des pathologies, des psychopathologies, on trouve en psychologie évolutionniste 2 types de conception des psychopathologies. Certains disent que, par exemple, la dépression est arrivée dans l'évolution de notre espèce depuis le Pléistocène parce qu'elle est une adaptation à certaines contraintes de l'environnement, du type quand il y a des rapports trop agressifs ou trop difficiles à vivre dans un groupe humain, alors il est bien d'avoir un comportement qui déclenche un retrait social de façon à se protéger de l'agressivité. Ça, c'est un premier type d'explication de la pathologie. Mais il y a dans le champ de la psychologie évolutionniste un deuxième type d'explication qui n'est pas du tout le même, qui est même le contraire des troubles psychopathologiques. C'est ce qu'on trouve chez les auteurs qui considèrent que, par exemple, la dépression, pour reprendre cet exemple-là, c'est un dysfonctionnement tout à fait préjudiciable à la vie de l'individu de mécanismes qui, eux, ont été sélectionnés. Donc, c'est quoi une pathologie ? Comment on fait quand on reçoit chez soi, quand on est psy, des vrais psys, des psys qui existent, ils reçoivent chez eux des gens qui arrivent dépressifs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils leur disent, écoutez, vos ancêtres étaient comme ça, bon. Ou alors, ils leur disent, il y a quelque chose chez vous qui ne marche pas, et ce quelque chose qui ne marche pas, il est l'héritage de votre histoire évolutive. L'attitude thérapeutique, dans les 2 cas, ne va pas être la même. Ouais. Encore que je suis un peu sceptique sur moi-même sur l'application de psychologie évolutionniste à mais psychopathologie. La conception de la psychopathologie, c'est important pour la psychologie. C'est pas important pour les économistes, mais pour les psychologues. On est confronté à une psychologie qui veut s'imposer, qui voudrait s'installer, qui n'arrive pas à s'installer. Ma conviction, c'est qu'elle n'arrive pas à s'installer parce qu'elle ne dit rien de stable sur la maladie mentale, qui est quand même un sujet important pour les psychologues. Si vous voulez, au départ, il y a 2 types de questions. Il y a des questions qui sont de type des grandes régularités dans les populations humaines, et je pense que la psychologie évolutionniste parle de ça. Elle parle du fait que, par exemple, si vous faites des tests sur les gens, que vous leur demandez, par exemple, de boire dans des flacons qui sont des flacons absolument neufs, vierges, qu'on sort à peine de l'emballage, qui sont des flacons destinés au test d'urine, ils auront du mal à boire dedans. Et donc il y a une explication en termes d'histoire évolutive alors là, en l'occurrence, c'est dans l'histoire des flacons, ou l'histoire qui est un peu la même, qui consiste à se rendre compte que les gens ont un évitement excessif des personnes malades. Par exemple, des gens qui ont une maladie absolument pas contagieuse, d'autres personnes ont du mal à les serrer dans les bras, à leur serrer la main, etc., alors que le risque est nul. Et donc une des explications, c'est de dire on a tendance, mettons, à se surprotéger, entre guillemets, de la maladie, plutôt qu'à se sous-protéger, parce qu'il y a eu une sélection pour cette attitude dans ce sens-là. Parce que mal évaluer la maladie dans le sens de la surprotection, c'est moins risqué que de mal l'évaluer dans le sens de la sous-protection. Et donc ça, c'est une explication de ce que révèlent les statistiques sur le comportement des gens. Par contre, il y a des questions psychologiques sur pourquoi telle personne fait ça, et là, je pense que la psychologie évolutionniste a juste rien à dire. Comment est-ce qu'on peut dire que les humains ont tendance à ne pas... ont peur des malades? Aujourd'hui, probablement, mais ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Ça n'est pas le cas dans toutes les sociétés, loin de là. Donc, on prend un comportement typiquement occidental, on l'universalise, on dit ce comportement-là, il est universel. Tous les hommes préfèrent les femmes avec blondes, parce qu'on peut mieux détecter les parasites sur les poils blonds, et avec une forme de sablier, parce qu'elles sont plus fécondes. Mais est-ce qu'on a fait l'inventaire? Est-ce qu'on est sûr que tous les humains, tout le temps, font ça? Est-ce qu'on est sûr que Cro-Magnon, qui vivait avec des brunes, à ma connaissance, comment faisait Cro-Magnon? On ne sait pas. Alors, si on ne sait pas, pourquoi on infère quelque chose? Pourquoi on attribue à tous ces humains des comportements qu'ils n'ont peut-être pas eus? Et parce que c'est une nécessité qu'ils les aient eus. Sinon, la démonstration tombe. Alors, l'un des intérêts de la psychologie évolutionniste, c'est de rentrer dans le débat qui a eu lieu il y a une dizaine d'années sur
en gros, l'irrationalité des gens. Et le fait que quand on pose des questions aux gens de logique élémentaire, de mathématiques ou de probabilité élémentaire, ils se trompent très souvent. Je me souviens qu'il y a un exemple célèbre où on demande à des gens qui sont en général médecins ou chefs de clinique, ils connaissent en gros combien il y a de cas d'une maladie dans la population, il y a un test pour savoir si on a cette maladie ou pas, ils ont les probabilités pour savoir si ceux qui sont testés positivement ont la maladie, et donc il y a une opération mathématique simple à faire pour savoir, ayant ces deux données, pour savoir quelle est la probabilité qu'une personne testée positive ait vraiment la maladie. Et les gens se trompent, c'est-à-dire que la réponse est quelque chose genre 10 chances sur 100, et ils disent 90 chances sur 100. Des gens qui sont très éduqués, en particulier qui ont fait des études de maths, de médecine. Et c'est extrêmement régulier et avéré. Et donc la question, c'est pourquoi les gens se trompent? Est-ce que, en gros, l'esprit humain est mal foutu? Les gens sont irrationnels, comme disent certains auteurs? Ou est-ce qu'on n'a pas exactement compris ce qui se passait? Et là, il y a des psychologues évolutionnistes qui arrivent et qui disent... Mais vous savez, si vous posez le même problème à ces gens-là, non pas en termes de calcul des probabilités, ce qui est quelque chose de quand même assez sophistiqué, mais en termes de fréquence. C'est-à-dire, on dit, bon ben voilà, sur une population de 100 personnes, il y en a 3 sur 100 qui sont malades. Au lieu de dire une personne donnée à 0,3, une probabilité de 0,03 d'avoir la maladie, là, les gens résolvent beaucoup mieux les questions. Et donc, l'une des explications de ça, c'est de dire, l'esprit humain s'est constitué, pendant très longtemps, à l'époque préhistorique, etc. Et là, les humains avaient affaire à des fréquences et pas à du calcul des probabilités, quelque chose de très récent. Et donc, ils voyaient des choses se produire 1 fois sur 10, 2 fois sur 10, 10 fois sur 100. Et donc, ils manient beaucoup plus facilement les fréquences que les probabilités. On peut discuter très longuement cette explication, c'est juste un exemple. Mais c'est juste pour dire que savoir si les gens manient bien ou mal le calcul des probabilités, on pourrait se dire que ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, si on s'intéresse au débat assez général qui a été lancé par ces études sur est-ce que les humains sont rationnels ou pas, là, la psychologie évolutionniste peut avoir un intérêt. La plupart des psychologues évolutionnistes pensent que l'évolution génétique est très très lente. Et que donc les seules choses qui comptent dans l'évolution de l'espèce humaine, c'est l'époque préhistorique qui a été longue. Parce que tous les changements... Il y avait des humains avant le Pléistocène. À ma connaissance, les puristes ne s'occupent que du Pléistocène et de l'évolution de l'espèce pendant les 120 derniers milliers d'années. Bon, mais je pense que leur argument, c'est de dire que c'est la dernière longue période dans la procédure de d'hominisation de l'homme, et donc la seule dans laquelle il y a eu des choses qui ont pu faire des différences. Le problème quand même, c'est que il y a une évolution dans l'espèce. Pour que l'espèce humaine devienne une espèce humaine, il y a eu un moment absolument capital, c'est le passage à la station debout. Or, ce passage à la station verticale est bien antérieur au Pléistocène. Donc ce moment-là serait un moment très intéressant. Il y a eu plusieurs explications anthropologiques, des conséquences, pas génétiques, mais des conséquences du passage à la station debout. J'évoque comme ça la libération, le fait de se tenir verticalement libère un espace dans la tête, dans le crâne, puisque le cerveau bascule plus à l'arrière. Donc c'est l'explication, par exemple, des aires très importantes pour ce que c'est qu'un être humain, des aires frontales, de l'avant du cortex. Bon, ça se passe bien avant le Pléistocène. Donc comment se fait-il qu'il y ait une espèce de limitation à des moments qui ne sont pas forcément les plus... Alors je sais bien que c'est le moment où va apparaître l'écriture, où vont apparaître un certain nombre de pratiques funéraires ou des choses comme ça, mais il y a eu des mutations tout aussi, peut-être sans doute beaucoup plus capitales, même au niveau du cerveau, bien avant le Pléistocène. Donc je me demande ce que Toubi et Cosmides voulaient dire en disant qu'il fallait se limiter au Pléistocène. Je crois qu'ils veulent dire que c'est la dernière période où il y a eu des changements majeurs. Je pense que si c'est difficile de dire si la psychologie évolutionniste a quelque chose à voir avec l'avenir des êtres humains, c'est que même le darwinisme ne peut pas prédire ce que deviendra l'espèce humaine. Alors encore plus une discipline dont l'existence est contestée ici ou là, que peut-elle dire sur ce que nous serons, puisque de toute façon nous allons interagir avec un environnement dont on sait à peu près rien. Donc je ne pense pas que la psychologie évolutionniste, quoi qu'on en pense, ait quelque chose à dire sur l'avenir de l'espèce ou sur l'avenir de notre psychologie.
Mais il y a des choses qui sont sans doute redevables d'une explication évolutionniste. Ça a un sens de se demander, ça peut avoir un intérêt de se demander, tiens, et si l'évolution n'y était pas pour quelque chose? Et puis, il y a la réalisation du programme évolutionniste qui, très souvent, repose sur une vision partielle ou simpliste de la biologie évolutionniste. Et très souvent, effectivement, prétend parler de psychologie, alors qu'en fait, elle parle d'autre chose. De choses qui sont biologiques et qui peuvent... ou en tout cas de choses qui ne relèvent pas des explications psychologiques usuelles, mais qui peuvent quand même avoir un certain intérêt, au moins pour un certain type de discipline. Voilà. Après, je pense quand on cherche effectivement des applications pratiques, des enseignements pour l'avenir, etc., c'est extrêmement restreint. Mais en tant que programme de recherche théorique reposant sur un principe qui est expliquer ou essayer d'expliquer de manière darwinienne des comportements ou des croyances humaines, ça a un certain intérêt. Je ne pense pas qu'on puisse conclure. L'histoire des sciences montre qu'il n'y a pas de conclusion comme ça ponctuelle. Ce débat me semble intéressant, il est ouvert. Pour l'instant, ce qui me concerne, je suis très sceptique sur le fait qu'il s'agisse d'une psychologie. Maintenant, je pense que ce champ, ce domaine de réflexion peut évoluer et qu'il faudrait que ceux qui travaillent à la psychologie évolutionniste prennent plus en considération ce que c'est que la psychologie et ne tentent pas d'imposer une idée évolutionniste des comportements par la fenêtre quand la biologie est laissée à la porte de la psychologie. C'est déjà fini, merci. La semaine prochaine, on se retrouve même endroit, même principe, 2 invités pour converser et débattre.